Tenir debout de Mélissa d'Acosta, lu par Lauriane Philippe et Jean-Alain Vélardeau. Elle est venue. Elle est là. Je crois. Il m'a semblé apercevoir son visage tout près, dans un angle de mon champ de vision. Tout droit, il y a le plafond et la télévision. À gauche, une zone de lumière, probablement une fenêtre. Je ne peux pas tourner la tête. À droite, c'est là qu'est son visage. Il est barbouillé. Je crois qu'elle a pleuré. Elle a l'air fatiguée. Elle est là, je crois. Suis-je en train de rêver ? Peut-être. La morphine m'empêche d'émerger, me fait halluciner. Si je le voulais, peut-être pourrais-je tenter de revenir à moi, mais... Fichu. À quoi bon ? La nuit tombe par la fenêtre. Un ciel bleu-noir sans étoiles, sans nuages non plus. Sur le parking, le balai des voitures s'est calmé. Les visites seront bientôt terminées. Les lampadaires se sont allumés. Au loin, sur le boulevard, les phares des voitures et quelques feux de stop. La circulation semble dense. Tout cela me semble loin, si loin. Ici, je suis à l'abri. 5 heures que je suis là, au chevet de François, immobile sur cette chaise, ma main contre son bras. Je n'ai pas fait un pas songé à aller aux toilettes ou à me passer de l'eau sur le visage dans la minuscule salle de bain de la chambre. J'ai avalé le sandwich jambon-beurre qu'Antoine m'a rapporté. J'ai laissé la tarte au citron meringuée dans son sachet. Je n'ai pas vraiment retrouvé l'appétit. Pas encore. Le petit gobelet de café a refroidi. Je n'y ai pas touché non plus. 5 heures que je suis plongée dans ce drôle d'état second, calme et apaisé. Les pas et le roulement des chariots dans le couloir me bercent. Les bips des machines de François me rassurent. Si je reste ici, ça ira. Je me répète cette phrase en boucle. J'appréhende le moment où on me mettra dehors, où je retrouverai le vent glacial de la fin octobre, les gens, le bruit, l'agitation. « Vous voulez mettre la télévision ?» a demandé l'infirmière qui est passée plus tôt. « Non. » Je l'ai regardé s'agiter, vérifier l'écran des machines, noter quelque chose sur un calepin, soulever une paupière de François, prendre sa température en lui glissant un thermomètre dans l'oreille et sa tension. Puis elle a décroché une petite poche en plastique située sur le côté du lit. « Qu'est-ce que c'est ?» Je craignais de comprendre. Elle a confirmé mes doutes. « Une sonde urinaire. Je change les poches. » « C'est temporaire ? Tout dépendra. » Je n'ai pas voulu l'interroger davantage. J'ai senti la peur qui revenait, ainsi que des pensées terribles. Incontinent. À 42 ans. Sans l'usage de ses jambes et incontinent. Tant qu'il est ici, ça ira. La phrase est revenue, une ritournelle. Ils prennent soin de lui. Tant qu'il est ici, ça ira. L'infirmière a continué de s'agiter autour du lit, a remis une poche vide. Et les selles, c'est pareil ? Bon sang, arrête. J'ai fait le vide dans ma tête, j'ai serré le bras de François avec plus de force. C'est là qu'il m'a semblé le voir cligner des yeux. Brièvement. J'ai cru apercevoir ses pupilles, mais ça n'a duré qu'une paire de secondes. Un temps infime qui m'a fait revenir à l'essentiel. François vivant. Évidemment. Peu importe le reste. Incontinence n'est pas un drame. On peut vivre en fauteuil. J'ai pressé son bras de nouveau, espérant provoquer une autre réaction. Rien. « Je vous allume le néon quand même ?» L'infirmière était sur le point de partir. Le soleil était couché. Bientôt, François et moi serions plongés dans l'obscurité. J'aurais préféré, mais j'ai acquiescé et elle a allumé. Maintenant, j'entends les chariots dans le couloir et les pas du personnel soignant. C'est l'heure de la distribution des repas. Dans un instant, la porte s'ouvrira, venant troubler notre bulle. On m'annoncera que l'heure de fin des visites est arrivée. Alors il faudra affronter le reste du monde, celui qui tourne encore. Les transports en commun bondés, l'avenue de Flandre à pied, mon studio vide et glacial. La solitude. J'ai le souffle coupé rien qu'à y songer. Ici, ça va. Ailleurs, non. Je suis en train de remettre mon manteau.
La pendule indique 18h30 quand la porte claque contre le mur et qu'un dos s'engouffre à reculons, suivi d'un chariot. « Non !» indique quelqu'un dans le couloir. « Pas de repas pour la 515. Monsieur Louvier est nourri par sonde. » La silhouette m'apparaît. Une infirmière cadre, si j'en juge le ton autoritaire, son badge accroché à la poitrine et sa façon de m'interpeller. « Mademoiselle Lambray ?»« Oui. » Je me lève. La lumière vive du couloir a envahi notre bulle, ainsi que les odeurs de purée industrielle et de jambon sous vide. Elle me rejoint d'un pas vif. « Je voulais vous voir avant que vous ne partiez. On m'a, disons, informé de la situation particulière de Monsieur Louvier. » Je la dévisage sans comprendre. « Sa situation personnelle. Madame Louvier, vous, Monsieur Louvier. » Elle a un tic agacé. Je détourne le regard. Un réflexe. Madame Louvier m'a passé un charmant appel cet après-midi après avoir trouvé la porte de la chambre de son mari fermée et qu'on l'a informée que vous étiez là. Elle est repartie furieuse et m'a téléphoné depuis le parking. Honnêtement, je ne suis pas là pour régler les querelles de couple, alors si vous pouviez arranger ça ensemble... Je ne comprends pas. Elle parle trop vite. Isabelle ici ? C'est-à-dire ? Elle m'a assommée avec ses obligations professionnelles. Elle est dans le milieu du spectacle, c'est ça ? C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Oui. Elle a besoin d'être sûre que le créneau du matin lui soit réservé. C'est le seul où elle puisse venir au chevet de son mari. Pardon, ex-mari. C'est OK pour vous ? Pardon ? Vous partagerez le temps de visite. Madame Louvier le matin, vous l'après-midi. Elle me fixe, attendant une réponse. Je déglutis. Elle me gratifie d'un sourire qui n'en est pas un. Parfait, c'est une affaire qui roule, donc. Bonne soirée, mademoiselle Lambray. Elle disparaît. Les dames poussant le chariot ont disparu. Ne reste que moi au milieu de la chambre, mon manteau sur le dos, et François, indifférent à tout cela.